Arc-en-ciel. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Animation festive avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, sans trop attendre, avec un programme très bien chargé avec des intervenants de qualité et aussi des thématiques de qualité, nous sommes heureux d'être en ligne avec notre premier intervenant, Monsieur Emmanuel Dupuis. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Il faut bien préciser à notre auditoire que Emmanuel Dupuis est le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, spécialiste des questions de sécurité européenne et des relations internationales. Et la thématique de ce jour, crise en Libye, le jeu des puissances régionales et acteurs internationaux. Ma première question, Emmanuel, depuis par rapport à cette situation, la Libye plonge dans le chaos, sur tous les plans, et cela fait des années. Quelle perspective vous voyez-vous ? Alors déjà, la Libye est dans le chaos depuis un temps beaucoup plus récent. En tout cas, la Libye, la situation actuelle que connaît la Libye, évidemment, a une double déclinaison où a été impactée par l'opération Harmattan à la fin de l'année 2011, qui a vu la chute du régime du colonel Mouammar Kadhafi et la mise en place, sous l'égide des Nations Unies, péniblement, d'une autorité politique qui n'a pas réussi durant les 3 années suivantes, en l'occurrence jusqu'en 2014, à éviter une guerre civile qui a repris de plus belle entre ceux, justement, qui s'étaient coalisés, qui s'étaient ligués, qui nous avaient aidés, nous, communauté internationale, notamment dans le cadre de cette opération franco-britannique et américaine dans le cadre de l'OTAN, pour évidemment chasser le régime du colonel Kadhafi, dont on pensait, et c'était de la justification, qu'il fallait intervenir pour éviter un massacre sur les populations civiles. Depuis 2011 et depuis 2014, on est allé de solutions diplomatiques en recherche de consensus, avec un non-dit, la place des milices, qui est restée forte, alors même que le projet de constitution qui avait été adopté précédant les élections de 2014 précisait que les milices devaient évidemment se dissoudre et faire partie d'une armée de libération nationale. Avec un processus politique, voire diplomatique, dans lequel les Nations Unies ont évité de s'impliquer plus que de raison, mais évidemment en soutenant une initiative aboutissant avec la déclaration de Skhirat au Maroc en décembre 2015 à la mise en place d'un processus politique aboutissant en mars 2016 à la nomination d'un conseil présidentiel, en l'occurrence un gouvernement, ce qu'on appelle le gouvernement d'accord national, qui s'est établi à Tripoli, mais malheureusement qui n'a pas dépassé la légitimité de la seule ville de Tripoli. Les autres partis, comme je le disais, les milices d'un côté et les belligérants restés du côté de la Tripolitaine, pour ne pas nommer évidemment le maréchal Haftar et son armée, donc autoproclamée de libération nationale, qui ne reconnaissait pas la légitimité de ce gouvernement. Donc on voit bien qu'il y a, dès le début de la crise libyenne, donc qui remonte à 2011, une incapacité de la communauté internationale à trouver une issue communément acceptée par l'ensemble des acteurs libyens. Évidemment, dans un pays qui compte à peu près plus d'une centaine, 120 ethnies et tribus, avec des légitimités régionales, la Tripolitaine, la Cyrénaïque, le Grand Fezzan, dans le sud, et bien évidemment avec des intérêts, et c'est l'objet de l'émission, je crois, et c'est déterminant, des intérêts régionaux qui ne suivent pas forcément les mêmes trajectoires diplomatiques. Et c'est dans cette situation que se trouve actuellement la Libye, avec un facteur supplémentaire de délitement ou de complexité, ou en tout cas qui aggrave la situation, la question humanitaire, avec évidemment la localisation libyenne qui favorise ou qui malheureusement impacte ou induit le fait qu'il y a une bonne partie de la route migratoire le long des côtes africaines vers la côte, mais les côtes
méridionale européenne, en l'occurrence via la Sicile, qui passe par la Libye, avec encore une fois cette épée de Damoclès pour certains, et de l'autre cette arme qui a pu être utilisée déjà avant la chute du colonel Kadhafi en 2011 comme un élément de dialogue ou de négociation avec l'Union européenne. Donc on voit bien qu'on est dans cette situation dans laquelle aussi les belligérants entre guillemets du Nord, l'Union européenne, en tout cas ceux qui se sont intéressés à la Libye, regardent la Libye avec différentes approches. Justement. La France regarde la Libye en partant du principe que c'est un pays limitrophe des opérations extérieures dans lequel elle est engagée militairement, en l'occurrence dans la bande sahélo-sahélienne. L'Italie regarde la Libye comme étant le pays le plus proche, avec ce risque de migration accélérée. Une ancienne colonie. Et ancienne colonie, bien sûr. Et les États-Unis ou le reste de la communauté internationale regardent la Libye comme un acteur qui a pu, par le passé, potentiellement soutenir des mouvements terroristes, ce qui a du reste justifié ou qui a pu être un des adjuvants de la mobilisation internationale contre le colonel Kadhafi en 2011. Si tu permets, Emmanuel, parce qu'avant d'y aller encore plus loin, parce que c'est vrai, l'objectif de cette émission, c'est de parler par rapport à ces forces régionales qui s'impliquent en Libye, on essaie de faire au moins un état de lieu par rapport à ce qui se passe actuellement, parce que vous avez parlé de l'accord de Srires. Et la question qui s'impose, pourquoi cet accord n'a pas marché? Il n'a pas marché pour les raisons que j'ai évoquées. Premièrement, il était appuyé par la communauté internationale, en l'occurrence par l'ONU, puisqu'il s'inscrit dans un processus onusien, avec un objectif calendaire précis, c'est-à-dire la tenue d'élections qui devaient être les plus inclusives possibles, avec la mise en place d'une réflexion de rédaction d'une nouvelle constitution, et bien évidemment la mise en place d'une capacité de dialogue intra-libyen comme on a pu l'expérimenter ou comme cela est advenu en Syrie, avec la volonté que tous les acteurs, c'est-à-dire les acteurs politiques, mais en Libye, force est de constater que ce sont des acteurs politico-militaires avant tout, les milices en l'occurrence, disent qu'elles ne sont plus des groupes armés, mais elles restent littéralement armées. Et puis bien évidemment, une autre complexité, si j'ose dire, les dernières élections se sont tenues des élections se sont tenues en juin 2014, elles n'ont pas été reconnues par la communauté internationale, elles ont pourtant donné une centaine de membres de la Chambre des représentants, avec un président, Aguila Saleh Issa, qui, selon la constitution libyenne, est de fait le président par intérim. Donc on voit bien qu'il y a trois sources de pouvoir. Le pouvoir installé par la communauté internationale à Tripoli, avec la mise en place du conseil présidentiel et donc du premier ministre Fayez El-Sarraj à partir de mars 2016. Une élection advenue en juin 2014 dans des conditions, encore une fois, de pré-conflit de guerre civile qui s'est tenue mais qui n'a pas été reconnue par la communauté internationale sur le territoire libyen, avec la mise en place d'un parlement et de fait à Benghazi la légitimité ou la relégitimité ou la montée en puissance de la configuration d'un maréchal, le maréchal Khalifa Haftar, qui, fort de son armée nationale libyenne, entre 50 000 et 80 000 hommes, les chiffres varient énormément parce qu'on ne sait pas vraiment qui les soutient, ou en tout cas eu égard au fait que les soutiens peuvent être flexibles et mouvements, qui, lui, n'a aucune légitimité institutionnelle, mais dont on reconnaît la capacité et l'efficacité de la lutte contre les groupes djihadistes, en l'occurrence, et avant tout contre l'État islamique, que ce soit dans la ville de Sirte, de Derna, ou dans les faubourgs de Benghazi. Donc, vous voyez, trois légitimités. Et pour répondre à votre question, une des raisons pour laquelle ça n'a pas marché, c'est que la communauté internationale a été divisée dès le début. Comme je le disais, c'est un processus onusien qui devait aboutir à la mise en place d'un gouvernement reconnu par l'ensemble des Libyens, et singulièrement par les autorités politiques, mais qui, dès le début, n'a pas été soutenu autant qu'il aurait pu l'être. Ou bien avorté. Au mieux avorté, oui, on peut le dire comme ça. Oui, ou en parce tout que cas... là aussi, il y a ce côté, bien entendu, il est assez clair. Mais lorsqu'on voit parmi ces milices
et qui sont soutenus par des puissances internationales, on voit comme quoi simplement il y a un intérêt derrière. Et c'est là où on parle par rapport à cette implication régionale. Alors oui, ça, il faut prendre les choses dans leur ordre. Hein. Les milices sont revenues de manière plus active depuis le 4 avril, en l'occurrence depuis le lancement de l'opération Libération de Tripoli, donc en gros l'opération militaire qu'a lancée le maréchal Haftar, donc fort justement de ses précédentes conquêtes territoriales. D'ailleurs, on dit que le maréchal Haftar maintenant est le seul homme politique qui a la capacité territoriale de négocier, puisqu'il serait en capacité d'avoir assis son légitimité sur pratiquement 70 à 80% du territoire libyen, à l'exception, comme je le disais précédemment, de Tripoli, qui semble résister mieux, ou en tout cas plus, que d'aucuns le pensaient face à cette offensive. Et le maréchal Haftar a fait les choses de manière, lui aussi, très séquencée, de manière très précise, en libérant d'abord le sud du pays, j'utilise un mauvais terme, en s'attelant à lancer son opération en direction du Grand Fezzan, donc en direction de la frontière avec le Tchad, avec le Niger et le Soudan, en prenant possession de l'arme pétrolière, en l'occurrence ce qu'on appelle le croissant pétrolier, avec les villes de Ras Lanouf, de Brega et d'Adjabia. Donc à partir de ça, c'est à partir de septembre 2016, d'ailleurs en faisant un accord plus ou moins bien ficelé avec la compagnie nationale, National Oil Corporation, puisque selon cet accord, là encore une fois, avec un fort soutien ou en tout cas une forte mobilisation de la communauté internationale, la moitié de l'argent va à Tripoli, l'autre moitié à Benghazi. Donc on voit bien que au-delà du soutien récent ou en tout cas renaissant de la part des acteurs régionaux, il y a d'avant tout une logique qui se joue entre Libyens eux-mêmes. Une fois que l'on a dit ça, évidemment, la légitimité de la communauté internationale peut être avortée, comme vous l'évoquez, mais en tout cas n'a pas été suffisamment appuyée au moment où il fallait qu'elle le soit, c'est-à-dire au moment de l'installation du Premier ministre en mars 2016. Il n'y a pas eu un sentiment, où il n'y a pas eu une mobilisation très forte, assez forte de la communauté internationale pour imposer la légitimité du Conseil présidentiel à l'est du territoire libyen. Et la France, Emmanuel, dans tout ça? La France a une position qui est à peu près équivalente à l'ensemble des membres du Conseil de sécurité, même ceux qui actuellement soutiennent le maréchal Haftar. La France soutient officiellement le gouvernement de l'accord national, puisqu'elle a contribué à le mettre en place. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle ne joue pas les deux tableaux, comme du reste d'autres acteurs. C'est le cas particulièrement des États-Unis, qui jusqu'à présent soutenaient mordicus le gouvernement du président du Premier ministre Sarraj, et qui, avec le coup de fil inopiné, inattendu du président Donald Trump au maréchal Haftar, semble donner l'impression qu'ils soutiennent le coup de force du maréchal Haftar. La France ne soutient pas officiellement le maréchal Haftar, mais force est de constater, et c'est une réalité que personne ne peut récuser, que la France reconnaît dans la capacité de lutte contre les groupes djihadistes depuis 2015-2016, effectuée par l'armée de libération nationale, comme un partenaire dans la lutte contre le terrorisme. Comme je le disais, la France, quand elle pense Libye, elle pense surtout à la sécurisation des frontières où sont engagées ses propres forces, en l'occurrence le Niger, et c'est une des raisons pour laquelle elle a reconnu et même implicitement soutenu et continue à soutenir le maréchal Haftar dans la lutte contre l'État islamique ou la capacité de renaissance de l'État islamique en Libye. En l'occurrence, en 2016, à l'automne 2016, 3 membres des forces spéciales françaises avaient été tués justement dans une attaque suite à une attaque contre les cellules de Daesh en Libye. Est-ce qu'on peut prévoir à terme que la Libye sera partagée entre Haftar et Sarraj? C'est un petit peu déjà le cas, mais le partage est peut-être pas le mot le plus adapté, puisque la légitimité et la capacité de gouvernance du gouvernement de l'accord national se limitent à quelques quartiers de Tripoli, avec une administration présidentielle soutenue, mise en place et financée et aidée et d'une certaine façon entraînée par la communauté internationale, en l'occurrence l'ONU, par le biais du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Ghazan Salamé, qui d'ailleurs a évoqué le fait que on est à l'aune d'une nouvelle conflictualité, évoquant une guerre longue
et sanglante. Le maréchal Haftar, comme je le disais, domine déjà près de 70 à 80% du territoire. Donc je ne suis pas certain que le statu quo soit en faveur du maréchal Haftar. Maintenant, la réalité fait que le maréchal Haftar n'a pas réussi totalement son coup d'État ou son opération militaire, puisqu'il n'a pas réussi à déloger les différentes milices, qui se sont, les milices de Misrata, les milices de Zintan, qui se sont remobilisées pour apporter leur soutien au gouvernement de l'accord national. Je rappelle que ce gouvernement d'accord national n'a pas d'armée, et donc d'une certaine façon, les milices, et en tout cas c'est présenté comme tel, font office de force de sécurité, assurant la protection du camp, entre guillemets, de Fayez el-Sarraj, mais ça reste celui que la communauté internationale soutient officiellement. L'Italie, dans tout ça, est limitrophe et aussi la porte par rapport à l'immigration clandestine. Et comme vous le savez, il y avait un témoignage vraiment frappant d'un homme qui s'occupe d'une cimetière de ces immigrés qui échouent sur les côtes libyennes et tunisiennes. Et ce qu'il a sorti, ce monsieur, lors de mon émission, sincèrement, c'est frappant, c'est affreux. Et avec des témoignages des survivants, comme quoi il y a un trafic d'organes qui s'effectue sur des subsahariens qui se trouvent en Libye, et comme quoi même en Libye actuellement, on vit encore une période de traite humaine. Donc l'esclavagisme et les de rigueur en Libye. Alors, devant une situation dramatique comme celle-là, qu'est-ce qu'elle peut faire l'ONU ou le monde arabe? Jusqu'à maintenant, comme on le sait, tout le monde, on voit une offensive diplomatique, aussi économique de taille de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, et dans un Maghreb qui est presque en perturbation, notamment le cas de l'Algérie, notamment, à part le Maroc, le reste du Grand Maghreb, c'est un petit peu perdu. Donc, comment vous voyez-vous un possible rétablissement de l'ordre en Libye intra-arabe? Alors, je ne la vois pas du tout apparaître. Premièrement, parce que lors du dernier sommet de la Ligue arabe qui s'est tenu à Tunis en fin mars dernier, la question libyenne a été l'objet d'une incapacité d'avoir une position commune. Premièrement, un certain nombre de pays qui sont membres de la Ligue arabe soutiennent le gouvernement de l'accord national. C'est le cas, par exemple, du Qatar, qui reste membre encore de l'organisation. Je ne sais pas pour combien de temps encore, mais enfin, elle l'est de fait. Et puis, bien évidemment, comme vous l'avez mentionné, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou l'Égypte, qui soutiennent, eux, officiellement, et non pas de manière implicite, soutiennent ou en tout cas légitiment l'opération du maréchal Haftar. Donc, il n'y a pas de position unanime au sein de la Ligue arabe pour faire quoi que ce soit, en tout cas, certainement pas justifié par la crise humanitaire. Par contre, il y a une mobilisation de la communauté internationale ou de l'Union africaine. Alors, je dirais que le président Sisi est président en exercice de l'Union africaine, où effectivement la situation humanitaire, avec la quarantaine de camps et les plusieurs dizaines de milliers de migrants subsahariens qui se trouvent actuellement réfugiés, au sens propre du terme, en Libye, font l'objet évidemment de toutes les attentions. D'autant que c'est eux qui sont aussi des victimes collatérales de l'opération militaire. L'opération militaire a fait relativement peu de victimes jusqu'à présent. Elle a été lancée le 4 avril dernier. On est à peu près à 500-600 morts. C'est déjà beaucoup trop, bien sûr, mais avec un tropisme qui est beaucoup plus ciblé vers les combattants, en l'occurrence l'opposition entre les milices qui soutiennent le gouvernement de l'accord national d'un côté et l'armée nationale libyenne, avec une relative, en tout cas une dimension plus limitée des victimes collatérales civiles. Par contre, c'est évidemment, comme vous l'avez dit, la situation inhumaine, pour ne pas dire scandaleuse, des migrants subsahariens qui demeurent la préoccupation. La communauté internationale a déjà agi, puisque depuis septembre 2015, quelques jours après d'ailleurs, la reconnaissance ou la recrudescence ou l'augmentation du nombre de migrants ayant traversé la Méditerranée, en 2015 près de 1,5 million, l'année dernière seulement un petit peu plus d'une centaine de milliers. Bref, l'Union européenne a lancé une opération qui s'appelle l'opération Sophia, dont le but est de secourir les migrants en mer. Près de 25 000 ont été secourus, d'une part, et d'autre part, de lutter contre les filières de criminalisation
de ces migrants, puisque une bonne partie des migrants qui traversent la Méditerranée le sont par le biais d'organisations criminelles. D'ailleurs, on estime que le chiffre de cette criminalisation de la migration est tout à fait considérable, près de 4 milliards et demi de dollars l'année dernière, sont les chiffres d'Europol. Donc la communauté internationale ne reste évidemment pas les bras croisés, mais que peut-elle faire d'autre, sinon agir dans le cadre de la légalité internationale, c'est-à-dire dans les eaux internationales, et non pas évidemment dans les eaux libyennes. Il ne s'agit pas de faire une opération d'ingérence ou une opération onusienne. Personne évidemment n'en a envie. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a une opération onusienne en cours, avec la mise en place d'un processus de stabilisation politique, mais pas une opération d'interposition. D'ailleurs, la France évoque, ou l'a évoqué encore récemment à travers la double rencontre du président Macron avec Fayez el-Sarraj fin mars dernier et le 8 mai dernier, la rencontre que Emmanuel Macron a eue avec le maréchal Khalifa Haftar, la mise en place d'un cessez-le-feu et d'une mission de surveillance de ce cessez-le-feu, mais il se trouve que dans la situation actuelle, aucun des deux partis, premièrement, ne veut retourner à la table de négociation, deuxièmement, ne veut cette reconnaissance de ce cessez-le-feu qui donnerait l'impression que le maréchal Haftar a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire la quasi-domination du pays. Il me reste deux questions, si tu le permets, Emmanuel, qui rentrent dans le cadre de l'actualité. Je sais comme quoi ton institut suit l'actualité nationale, européenne et internationale. Le fait du jour, c'est les élections européennes. Et à midi, le taux de participation n'a pas dépassé les 19-26%. Est-ce que c'est un taux qui est intéressant, qui peut être interprété comme quoi c'est un taux qui peut s'évoluer cet après-midi ou pas? C'est un taux qui est particulièrement inquiétant de toute manière. Hein. Les élections européennes n'ont jamais été des élections qui ont été très suivies. Ce sont les élections qui, du reste, sont le moins suivies en termes de mobilisation électorale. On estime d'ailleurs que les chiffres que l'on pourrait voir se concrétiser donc à la fin des opérations de vote, c'est-à-dire à 20 heures, pourrait avoisiner ou pourrait sans doute dépasser le record de 2009, des élections de 2009, où le taux d'abstention avait été de 59,7%. On estime que là, on va dépasser les 60%. Donc, première chose que l'on peut dire, puisqu'on ne peut pas commenter évidemment autre chose, en tout cas aujourd'hui, que les sondages ou que les estimations de vote, c'est qu'on s'orienterait vers une abstention forte, importante. Donc ça, c'est un point qui me semble déterminant qui sera en faveur de qui Alors, ce sera en faveur de qui? On peut malheureusement le jour du vote, on peut pas tellement décrire tout ça. Mais enfin, bon, ce serait en faveur évidemment de ceux qui ne prônaient pas l'abstention et de ceux qui voulaient que l'on participe le plus au processus de vote. Je rappelle qu'avec près de 34 listes, elles ne vont pas toutes d'ailleurs être présentes in fine ce soir, parce que les bulletins de vote ne sont pas tous présentés. C'est évidemment en faveur des partis qui l'abstention, va fortement jouer pour ceux qui vers les partis, vers les partis majoritaires. D'accord. Et selon ton appréciation, est-ce que les Français sont conscients de l'enjeu de cette élection? Parce que, avec tout ce qu'on a pu constater, donc tout ce qu'on a pu voir ces derniers jours, avec cette montée extraordinaire des populistes, et ces thématiques de taille, est-ce que les Français sont conscients comme quoi c'est possible que demain, nous aurons une majorité qui en veut plus de l'Europe? Non, moi, alors encore une fois, c'est un petit peu compliqué parce qu'on peut pas, le jour du vote, décrire et rentrer dans la politique. Enfin, dans les grandes lignes, la question du populisme est une fausse question. La question du populisme in fine se réduira ce soir à une augmentation du nombre des parlementaires qui sont anti-européens, mais certainement pas une majorité. Il y a 751 députés, il n'y aura pas de majorité anti-européenne. Ça, c'est une vue de l'esprit, ou en tout cas quelque chose qui a été exagérément mise en exergue par un certain nombre de responsables politiques. On estime que les parlementaires eurosceptiques, en tout cas ceux qui voudraient s'attaquer formellement à l'Europe, dépassera guère les 90, voire 100 députés. Encore une fois, un septième ou quasiment un petit peu plus d'un septième de la totalité des membres du Parlement européen, ce qui est
une réalité, c'est qu'il y aura sans doute une montée en puissance du conservatisme ou d'un certain nombre de mouvements conservateurs au sein du parti majoritaire, le PPE, qui restera un parti majoritaire même s'il sera diminué en termes d'élus. Et puis l'autre parti, le Parti socialiste européen, socialiste et démocrate, qui verra sans doute, comme le Parti conservateur, être un petit peu érodé par ces votes dits entre guillemets populistes, mais qui restera quand même avec le parti conservateur un parti important. Alors, la vraie question, c'est l'émergence d'un troisième pôle, de mouvements libéraux ou sociaux-libéraux qui pourraient équilibrer ou faire en sorte que tout le consensus qui est advenu jusqu'à présent à deux, entre d'une part la gauche et la droite, se jouerait de facto avec cet nouvel élément de ces partis centristes. Parfait. Il me reste une dernière question, si tu le permets, Emmanuel. Oui, c'est aussi l'actualité qui oblige, l'actualité Iran, États-Unis. Et avec cette décision qui a été prononcée par le président américain de déployer au Moyen-Orient des soldats américains sur le sol, est-ce qu'on est en route vers une escalade militaire ou pas? Alors non, on n'est pas dans une escalade militaire, me semble-t-il. Premièrement, parce qu'il y a déjà 45 000 soldats américains qui sont présents dans la région en cumulant la présence américaine au Koweït, la présence américaine au Qatar de 10 000 hommes, et bien évidemment les implications militaires qui restent fortes, même si elles sont en diminution en Syrie, en Irak, et dans l'ensemble du Golfe Persique, la quinzaine de milliers, par exemple, au Koweït ou en Arabie Saoudite. Donc, le fait d'augmenter de 1500 hommes la présence américaine est purement symbolique, pour dire qu'il y a une montée en puissance, un palier supplémentaire, mais qui ne change pas la donne, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'on est d'ailleurs dans le schéma inverse. On est dans une volonté de montrer que l'on va où on souhaiterait aller vers une décélération, sachant que si rien n'avait été fait, on aurait été dans potentiellement, au-delà de la guerre des mots, dans une montée en puissance qui fait que les Iraniens n'auraient pas, comme ça a été le cas il y a 2 jours, donc de manière concomitante avec l'augmentation des 1500 hommes américains, enlevé un certain nombre de missiles des barges et des bateaux qui circulent au large du golfe d'Ormuz. Donc au-delà de la réalité, il y a sans doute une volonté symbolique d'apaisement. Elle est du reste particulièrement vraie quand au sein même de l'administration américaine, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur l'opération militaire ou de la légitimité de l'opération militaire. Le décryptage des signaux, tel que le président Trump l'a lui-même dit, n'est pas forcément la même que ce soit au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Défense ou au sein du Conseil national de sécurité. Et puis, autre élément qui vient conforter l'idée d'une potentiel apaisement, potentielle conflictualité qui s'éloigne, le fait que le Congrès, par le biais de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a dit que dans aucune manière le Congrès n'autoriserait une opération militaire américaine, comme du reste elle s'était fait prendre, dit-elle, en 2002 en Irak et en 2001 en Afghanistan. Emmanuel Dupuy, président de l'Institut Prospective et spécialiste des questions de sécurité européenne et des relations internationales. Merci infiniment pour cet éclairage fort intéressant, tantôt international mais aussi européen. Je te dis à très bientôt. Merci, à très bientôt. Bon courage pour la suite des émissions. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.